pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Je veux rassurer tout le monde, je suis encore là pour longtemps. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait 2 conditions. Puis, il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026. Il y a un élément important du point de vue de plusieurs personnes dans le parti. Elle a donné sans compter comme présidente, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle arrive avec une compréhension fine et détaillée de nos positions. Elle nous connaît et on la connaît. Politics is tough. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. Thank you very much, and I appreciate it very much. Voici Patrick Lagacé. Le 14 novembre 2024. Merci d'être là. On commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. Aujourd'hui, ensoleillé, soleil et nuages en après-midi, maximum de 3 degrés. Présentement, avec le refroidissement éolien, c'est moins 8. Nuit prochaine, dégagement, minimum moins 4 degrés. Et avec le refroidissement éolien, encore moins 10. Demain, vendredi, soleil maximum de 7, aperçu pour le week-end. Samedi, soleil maximum de 9. Dimanche, soleil maximum de 7 degrés. Je commence avec ce qui se passe aux États-Unis. On le sait, M. Trump a été élu il y a une semaine à peine. Et là, c'est la ronde des nominations. Il fait des nominations à des postes clés. Les gens qui vont être autour de lui à la Maison-Blanche, des ministres, des ambassadeurs. Et quand on regarde le portrait des gens qui sont nommés, ça donne une idée du virage assez extrême qu'emprunte M. Trump. Il y a un terme qui s'appelle kakistocratie. Kakistocratie, ça vient du grec kakistos et ça veut dire pire. C'est un terme qu'on utilise généralement pour parler de pays qui sont en dictature, où l'homme fort va nommer des gens qui lui sont... d'abord et avant tout, là, ce qu'on cherche, c'est la loyauté. La compétence, on s'en fout. L'expertise, c'est pas grave. Ce que vous êtes loyal au régime. Et ce qu'on voit avec les nominations de Donald Trump, c'est un peu ça. Je vous le dis, hier, quand j'ai vu cette nouvelle débarquer sur mon téléphone, sur une alerte, c'est rare que je suis renversé par l'actualité, mais quand j'ai appris que M. Trump avait choisi un type du nom de Matt Gaetz pour devenir procureur général des États-Unis, ministre de la Justice, je vous le dis, j'ai failli arrêter pour reprendre mon souffle sur le bord de la route. Matt Gaetz, c'est un représentant à la Chambre des représentants. C'est un type qui répulse plusieurs républicains. C'est un type qui a une morale douteuse, qui a une éthique délabrée, qui a eu des conduites potentiellement criminelles impliquant des relations sexuelles avec des mineurs. L'enquête a déraillé, mais l'enquête en éthique au Congrès est encore en cours. Elle n'aura pas de conclusion parce qu'il est nommé procureur général des États-Unis. Donc, Matt Gaetz, si vous allez faire une petite recherche, puis il y a des textes dans les quotidiens aujourd'hui, c'est une personne que personne imaginait comme ministre de la Justice des États-Unis. Et il va incarner la règle de droit. C'est lui qui va être responsable d'appliquer la règle de droit. Et ça, des fois, dans un gouvernement, aux États-Unis ou ailleurs, en démocratie, bien, le ministre de la Justice doit s'opposer à son gouvernement, doit dire à ses patrons, son président, son premier ministre, écoutez, on ne peut pas faire ça pour des raisons légales et je vais vous expliquer pourquoi. C'est généralement pourquoi le poste de ministre de la Justice, généralement, dans une démocratie, est moins partisan, généralement. Mais nommer Matt Gaetz, là, vraiment, c'est nommer le colonel Sanders en charge du poulailler. Je ne suis pas le seul là, à vraiment être renversé par cette nomination-là. Et les autres nominations sont tout aussi surprenantes, pour ne pas dire renversantes et inquiétantes. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est une ancienne élue démocrate qui a viré trumpiste. Elle a le droit, évidemment. Le problème, c'est qu'elle bouffe de la propagande russe comme si c'était des faits. Je veux dire, ce qu'elle dit depuis quelques années, Vladimir Poutine pourrait le dire. Elle est nommée directrice nationale du renseignement. Et le problème, c'est qu'elle n'a aucune expérience en matière de renseignement, d'espionnage. C'est quelque chose d'important aux États-Unis, le renseignement.
on appelle ça la communauté du renseignement, parce que plusieurs agences de renseignement, elle n'a jamais fait de renseignement. Elle est nommée directrice du renseignement. Ensuite, il y a Pete Hegseth. Pete Hegseth, c'est un ancien soldat qui a été dans les gardes nationales. Donc, si on veut la réserve, là, c'est quand même, c'est pas anodin comme service militaire aux États-Unis. Tim Walz, le colistier de Mme Harris, a fait la garde nationale aussi, mais c'est pas des hautes fonctions dans l'armée. T'as pas été général, t'as pas été sous-secrétaire dans un autre gouvernement. Il est nommé secrétaire à la Défense. Il a des vues extrêmes. Il a des vues extrêmes sur toutes sortes de sujets, notamment le respect des conventions de Genève, par exemple, qui encadrent ce que peuvent faire les soldats ou peuvent pas faire les soldats. Ne crois pas que les femmes devraient servir dans des positions de combat. Et là, une de ses grandes qualités, c'est qu'il était à Fox. C'était un commentateur militaire à Fox. C'est comme ça qu'il est venu sur le radar de M. Trump. Donc, vous le voyez, des nominations qui sont, si on compare avec l'histoire, de gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas les états de service pour devenir ministre, pour occuper des hautes fonctions dans la première superpuissance mondiale. Et ensuite de ça, il y a évidemment Elon Musk. Elon Musk qui va devenir une sorte de ministre de l'efficacité gouvernementale. Il n'a jamais géré quoi que ce soit au gouvernement. Il a, dans ses nombreuses compagnies, plusieurs interactions avec le gouvernement américain, des conflits d'intérêts potentiels qui, autrefois, l'auraient disqualifié. Bien, aujourd'hui, ce n'est même plus un problème. Et je termine avec Mike Huckabee. Mike Huckabee, c'est un ancien gouverneur de l'Arkansas. C'est un ami personnel de Jésus. C'est un fondamentaliste chrétien. Et il a des accointances avec les franges les plus radicales de la vie politique en Israël. Il est pro-colonisation dans les territoires occupés. Il refuse d'appeler ça la Cisjordanie, en parlant de ce territoire occupé. Il a déjà dit, M. Huckabee, qu'il n'existe pas une telle chose que les Palestiniens. C'est lui qui va être l'ambassadeur américain à Jérusalem. C'est assez surprenant. Et je vous le dis, la question, c'est pas de savoir si un pays qui fait un virage à droite ou conservateur, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tu veux des gens compétents. On ne pouvait pas être d'accord avec les ministres de Bush, mais il a nommé généralement des gens qui avaient de l'expérience dans ces postes-là. Ce n'est pas le cas présentement. On va en parler avec Charles-Philippe David, un peu plus tard, notre spécialiste en politique américaine, mais je vous le dis, ça cause beaucoup de secousses dans le monde politique, un peu partout dans le monde. Les alliés américains qui regardent ça et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui sortent le bon vieux WTF. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc ça, c'est pour nos voisins américains. C'est le signe que ça va brasser dans les 4 prochaines années. Je reviens au pays. Je reviens au Québec. Il y a le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission, là, qui envoie des vérificateurs dans 17 écoles, des nouvelles enquêtes pour vérifier s'il y a eu dans ces écoles des entorses à la laïcité. Tout ça dans la foulée de l'école Bedford. Et ce qui est particulier, c'est qu'on renvoie des enquêteurs dans 3 écoles qui étaient déjà dans le viseur du ministère de l'Éducation, 3 écoles de Montréal. Donc, il y a des soupçons d'entorse à la laïcité. Et je vois le nom d'une école, l'école Mont-de-la-Salle. Il y a à peu près 2 ans, il y avait eu dans cette école de Laval là, une controverse. Ça avait mené, notamment, là, ça avait contribué à pousser Bernard Drinville à interdire les locaux de prière dans les écoles. Soudainement, dans cette école-là, les éducateurs remarquaient que gars et filles, ça commençait beaucoup à faire preuve de ferveur religieuse, musulmane. On veut prier, on prie dans les cages d'escalier, on prie dans les écoles, dans les classes, on veut un local pour prier, etc. Il y a plusieurs profs de plusieurs coins de la région de Montréal qui avaient noté ça. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. Bien, l'école Mont-de-la-Salle est visée par une de ces enquêtes-là. Et le Devoir nous apprend, là, dans la même veine aujourd'hui, que l'éducation à la sexualité est contestée par un parent. C'est un parent de Montréal, comme centre scolaire Marguerite Bourgeois. Ce parent-là, ce père-là, ne veut pas que sa fille soit exposée à du contenu d'éducation sexuelle. C'est plein à l'école, il a été débouté. C'est plein au protecteur de l'élève, il a été débouté. Il a décidé de porter plainte en justice et les tribunaux sont en train de se pencher là-dessus. Et il y a l'avocat là,
de ce monsieur-là, qui n'est pas identifié dans le papier du Devoir, qui dit que ce parent-là a décidé de contester parce que ça s'inscrit dans un contexte, selon l'avocat Frédéric Quintal, où il y a des gens qui viennent au Québec et qui veulent garder leurs croyances. Ils veulent avoir leur mot à dire sur des enjeux qui touchent une corde sensible et qui sont protégés par des chartes qui protègent les droits fondamentaux. La question qui reste à trancher devant les tribunaux, toujours selon l'avocat, c'est de savoir si un parent peut soustraire son enfant à certains contenus qu'on considère comme obligatoires sur la base de la liberté religieuse. On va en parler avec le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un peu plus tard. Juste avant de passer à la circulation, toujours dans ces enjeux de laïcité, il y a un texte, une chronique vraiment intéressante d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui tire à boulet rouge sur le député solidaire Haroun Boisy. Haroun Boisy incite au repli, c'est le titre de la chronique d'Antoine Robitaille. Monsieur Boisy a fait des liens assez douteux entre ce qui s'est passé à l'école Bedford, ce noyau dur d'enseignants maghrébins, rétrogrades, certains très pratiquants, qui ont instauré un climat de terreur dans leur école. On le sait, c'est ça qui a mené à toutes les enquêtes, qui a mené à beaucoup de débats au Québec. Et il fait un lien entre ça et ce qui s'est passé au Centre de réadaptation de la DPJ, Cité des Prairies, où il y a des éducatrices qui ont eu des liens sexuels avec des adolescents. On va l'écouter. Coucher avec des mineurs. Est-ce que vous savez de quelle culture ils sont ou quelle est leur religion? Moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ni des Maghrébins, ni des musulmans, parce que sinon, on serait sûr de savoir de quelle religion ou de quelle origine ils sont. OK. Quelques mots là-dessus. D'abord, on ne sait pas l'origine ethnique, la religion des femmes qui ont fait ce qu'elles ont fait à Cité des Prairies parce que ça n'a pas été documenté. Parce que avec les informations qu'on a, ça ne fait pas partie de l'équation. Dans le cas de Bedford, il y a eu une enquête journalistique, il y a eu une enquête d'un psychologue industriel, il y a eu une enquête du ministère qui ont montré que, oui, l'origine ethnique de ces profs-là jouait dans les comportements toxiques qui ont pollué le climat de l'école. Faire un lien entre les deux cas, c'est d'une stupidité abyssale. C'est brandir le bouclier du racisme pour échapper à tout examen. Et M. Boisy dit aussi que les gens de l'école Bedford, les profs toxiques ont été ciblés. Il fait un lien. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est raciste d'avoir souligné ça. Écoutez, il y a beaucoup de politiciens, la plupart des politiciens, Bernard Drinville en tête, les médias ont tous pris soin, quand ils ont parlé de Bedford au début de cette affaire-là, de dire que parmi les profs qui étaient terrorisés, qui se sont opposés au règne de terreur de ces profs-là, du noyau toxique, il y avait des Maghrébins. Les nuances ont été faites. Quand un député de l'Assemblée nationale va comme ça devant la communauté maghrébine pour agiter l'épouvantail du racisme, je trouve ça stupide, je trouve ça contre-productif. Sincèrement, M. Boisy doit des explications présentement publiques parce qu'il a fait des raccourcis qui sont odieux. On le sait, Justin Trudeau et François Legault ne sont pas les meilleurs amis du monde. C'est surtout M. Legault qui critique M. Trudeau. Mais les deux peuvent peut-être se consoler d'être dans le même club. Le club des 21 % à peu près. C'est-à-dire que dans le sondage léger d'hier, on a vu que M. Legault est très impopulaire, aussi impopulaire là, qu'il ne l'a jamais été. 21 % des intentions de vote. Justin Trudeau, lui, est à 22 %. Donc, les deux ont beau pas s'aimer, sont à peu près dans le même club des mal aimés. Et il y a deux chroniques que vous pouvez lire aujourd'hui dans la presse, parce que là, la question qui se pose, elle s'est posée pour Justin Trudeau. Doit-il partir? Si oui, quand doit-il partir? Il y a même des députés de son parti qui le contestent. Et là, ça commence à grenouiller dans la famille caquiste. Et vous avez deux chroniques dans la presse, Tommy Chouinard, et dans le Journal de Montréal, là, Philippe-Vincent Foisy, qui y vont de leur analyse sur peut-être la pertinence de M. Legault pour lui de commencer à contempler la date de son départ. Il a toujours dit qu'il voulait revenir, mais je vous le dis, un premier ministre en exercice ne peut pas commencer à laisser paraître la moindre faiblesse. S'il fait ça, bien, il s'expose
D'abord, au tir de ses ennemis, au tir de ses amis aussi, parce que là, ça va se mettre à manœuvrer en coulisses. Mais à 21 % s'il y avait une élection demain matin, François Legault perdrait. Est-ce qu'il veut vraiment aller à l'abattoir comme ça? La question se pose. Nouvelle cocasse dont je veux vous parler, c'est dans les journaux des coops de l'information sous la plume de Justine Mercier de l'équipe d'enquête, une teinture ratée à 1 200 $. C'est l'histoire d'une femme. Je ris, mais je ne veux pas me moquer, OK? Je vous le dis, c'est juste, je ris, j'ai un petit sourire parce que c'est atypique. C'est l'histoire d'une femme qui, pendant 20 ans, a confié ses cheveux au même styliste. Et quand le styliste a pris sa retraite en 2020, la dame s'est tournée vers un autre salon de coiffure. Et en mars 2021, elle est allée voir ce nouveau salon de coiffure et elle a dit, écoutez, mes cheveux sont bruns, je veux avoir une teinture en blond bébé grâce à une décoloration. La coiffeuse, là, lui a dit, écoutez, on va atteindre le même résultat et faites-vous-en pas, ça va bien aller. On va y arriver. Et là, 180 $ plus tard, les cheveux n'avaient toujours pas la couleur souhaitée. Tous les cheveux sur le dessus de la tête, note le juge de la Cour des petites créances, sont teints en brun. Là, elle retourne voir le coiffeur. On essaie de corriger. Mais écoutez, ça marche pas. Donc, il semble que la femme a eu vraiment les cheveux assez massacrés côté couleur et elle a soumis en preuve une photo qui montre ses cheveux avec des tons de blond, de roux, de gris, le tout avec un fond complètement brun. Et là, elle dit, moi, je suis extrêmement perturbée. Elle s'en va aux petites créances. Elle demande un dédommagement de 2000 $ et au cœur du litige, il y a le fait que la femme a pu prouver que d'avoir les cheveux blonds, ça lui procurait une plus grande confiance en ses moyens. Et le tribunal lui a donné raison. Donc, dédommagement de 1 241 $, dommages moraux de 500 $. Il y a toutes sortes, là, c'est tout ventilé, mais vous irez lire ça. C'est sur le site des coops de l'information, les journaux, des journaux comme par exemple Le Soleil, Le Droit, etc. C'est assez impressionnant de voir qu'on peut obtenir réparation pour un préjudice semblable, une mauvaise coloration de cheveux. Sinon, dans le secteur judiciaire, dernière nouvelle dont je veux vous parler, il y a un procès dans l'Est du Québec, en Beauce. C'est le cas de Marco Rodrigue, qui a tiré sur une policière. La policière s'appelle Catherine Giroux, une policière d'expérience. Elle adorait faire de la patrouille. Elle a intercepté Marco Rodrigue. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. Elle l'intercepte en voiture et elle n'a pas le temps de sortir de son véhicule que Rodrigue sort du sien et lui tire dessus. Tire dans le pare-brise. Elle a à peine le temps de se tasser. Elle va recevoir des éclats de verre. Elle est touchée à la main. Mais de s'être tassée comme ça instinctivement, ça lui sauve la vie. La policière raconte à quel point ça l'a traumatisée, ne peut plus faire de patrouille. Évidemment, elle vit avec des séquelles physiques et psychologiques. Et ce qui est épouvantable là-dedans, outre le fait que M. Rodrigue a tiré sur une policière comme ça, sont les arguments de son avocat. Moi, je vous le dis, les avocats de la défense, je trouve que c'est un signe de santé démocratique. On a besoin de ça dans une démocratie. Et quand vous regardez là où il y a des dictatures, on s'attaque aux avocats de la défense. Donc, j'ai rien contre les avocats de la défense, mais j'en ai contre les arguments stupides, parfois insultants, qui sont utilisés par des avocats de la défense. Et là, on a cet avocat, Maître Samuel Kozak, qui est allé dire au tribunal, on est à la détermination de la peine, donc la couronne qui demande 18 ans, la défense qui demande 9 ans. Et dans le Journal de Montréal, on peut lire les arguments, et je mets ça entre guillemets, de Maître Kozak. Selon l'avocat du délinquant, Marco Rodrigue aurait collaboré dès son arrestation. Il a collaboré dès son arrestation. Il a tiré sa flic. Après ça, il a collaboré, bien sûr. Et surtout, il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il admet que le premier faux pas de son client n'en était pas un petit, mais que si le passé est garant de l'avenir, on n'aura plus de problème avec Marco Rodrigue. Et là, quant au caractère gratuit du crime, Maître Kozak dit non, c'était pas un crime gratuit, dans le sens où il avait un raisonnement. Puis son raisonnement, mesdames et messieurs, toujours selon Maître Samuel Kozak, c'est que si monsieur dit qu'il ne voulait pas se faire voler sa voiture par le gouvernement, parce que c'était son argument,
Il ne voulait pas se faire voler son char par le gouvernement. C'est pas que c'est un bon motif, c'est qu'il y en a une explication. Donc, raisonnement, ce n'est pas un crime gratuit. Je ne sais pas où Maître Kozak a pris son diplôme en droit. Sans doute a-t-il eu une bonne note, mais pour le jugement, il n'y a pas de diplôme à donner à Maître Kozak. C'est l'argument le plus stupide que j'ai vu depuis qu'une avocate de la défense avait dit d'un propriétaire de pitbull qui avait déchiqueté un enfant. Mon client aussi a vécu un traumatisme parce que le chien a été tué, puis il le considérait lui aussi comme son enfant. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Le futur président Donald Trump n'est pas encore assermenté. Ça va se passer le 20 janvier prochain. Mais déjà, il enfile les nominations pour des postes clés de sa prochaine administration. Et je vous le dis, aux États-Unis, il y a une onde de choc. Même chez les républicains, quand on regarde le CV des gens qui sont choisis par M. Trump, il y a beaucoup d'observateurs qui se posent la question de la compétence de ces gens-là. On en parle immédiatement avec Charles-Philippe David. Vous le connaissez, de la chaire Raoul Dandurand, notre expert en affaires américaines à l'émission. Salut Charles-Philippe. Bonjour Patrick. Charles-Philippe, on va commencer là, avec la nomination. Ça a été annoncé hier et je l'ai dit aux auditeurs là, en début d'émission à 6 heures. Quand j'ai vu ça arriver sur mon écran de téléphone, j'ai failli arrêter pour reprendre mon souffle. Comme ministre de la Justice, comme procureur général, M. Trump veut Matt Gaetz. Dis-nous qui est Matt Gaetz. Matt Gaetz est un des représentants en Floride à la Chambre des représentants, donc la Chambre basse du Congrès. Matt Gaetz doit son élection à Donald Trump. Il est tout jeune et il a fait partie du ce qu'on appelle le Freedom Caucus, Patrick. Donc, cette aile ultra radicale, ultra MAGA, Make America Great Again, le slogan, du parti républicain maintenant de Donald Trump. Et il a appuyé Donald Trump de manière absolument constante là, depuis au moins, je dirais à peu près 8 ans. Alors, Matt Gaetz fait partie de ces Trumpistes et il est sous enquête. Il y a une enquête en cours au Congrès pour toutes sortes de malversations, toutes sortes de soupçons d'harcèlement sexuel, etc. Et on n'a pas le rapport en tant que tel du Congrès, mais on sait que cette enquête-là est en cours. Alors, ça fait plutôt bizarre, pour pas dire scandaleux, qu'il soit considéré comme procureur général, ce qui est l'équivalent du ministre de la Justice ici au Canada et au Québec, pour donc occuper ces fonctions-là, alors qu'il est lui-même soupçonné d'avoir entravé la justice. Alors, c'est certainement pas la seule, mais parmi les nominations les plus controversées au cabinet de Donald Trump. Et je le souligne, là, il y a un avocat floridien qui a envoyé un message sur X. Lui, monsieur s'appelle Daniel Ofelder. Il s'est présenté pour être, justement, le procureur général de la Floride en 2022. Il n'a pas gagné, mais il rappelle une chose. Il dit Gaetz est un avocat dont la licence a été suspendue 3 fois dans les 5 dernières années parce qu'il a contrevenu à des règles du barreau là-bas. Donc, il faut souligner ça aussi. Disons que de le nommer responsable de la règle de droit dans ce pays-là, c'est assez surprenant. Autre nomination, Charles-Philippe, là, qui fait beaucoup sourciller, beaucoup jaser aux États-Unis, c'est celle de Tulsi Gabbard. C'est une ancienne politicienne démocrate qui va devenir directrice nationale du renseignement. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'en effet, Patrick, Mme Gabbard, achète, boit le Kool-Aid de la désinformation russe et l'a propagée à tout rompre depuis 2020. Et ça fait sourciller bien des observateurs qui disent qu'elle n'a pas de jugement bien fondé sur la vraie ingérence électorale russe depuis. Et c'est une ancienne démocrate, faut-il le souligner, parce qu'elle a occupé le poste de représentante d'un comté, d'un district de l'État d'Hawaï à la Chambre des représentants entre 2013 et 2020. Et elle s'est présentée en 2020 lors des primaires démocrates où Joe Biden a été l'élu et le choisi ou le nominé du Parti démocrate. Et elle avait perdu rondement, elle n'avait pas récolté beaucoup d'appui. Alors, elle a retourné sa veste cette année
et ouvertement appuyé la candidature de Donald Trump. C'est une ancienne aussi militaire qui a servi notamment en Irak. Et donc, Donald Trump la récompense avec ce poste de directrice nationale du renseignement. C'est un poste quand même aussi important que celui de directeur de la CIA, pour laquelle un autre qui a été nommé pose problème et suscite beaucoup de polémiques, M. Ratcliffe, qui lui-même avait occupé le poste de directeur national du renseignement par intérim dans le premier mandat de Trump, mais n'avait pas été confirmé par le Sénat parce qu'il y avait trop de controverses sur ses opinions politiques qui se résument à ceci: le renseignement doit servir le politique et à tout prix. Et ça, c'est une violation de l'éthique et de la déontologie des agents du renseignement. Puis il y a la question de compétence aussi, Charles-Philippe, il faut le dire, parce que Mme Gabbard, elle n'a aucune expérience en matière de renseignement, d'espionnage. Généralement, les gens qui sont nommés à ces postes-là ont grandi dans ce que les Américains appellent la communauté du renseignement. Tout à fait, mais il est clair, Patrick, là, si quelqu'un n'avait pas compris, c'est très clair que depuis une semaine, ce flux de nominations a un seul thème dans toutes ces nominations-là, c'est la loyauté à tout prix à Donald Trump. C'est vraiment très différent qu'il y a 8 ans quand il avait nommé ses administrateurs et ses ministres. Là, c'est vraiment la loyauté totale, non seulement à Trump, mais au mouvement MAGA qui est requise. Et Charles-Philippe, les démocrates qui ne voulaient pas appuyer Mme Harris parce qu'ils n'aimaient pas ses positions en matière de relations israélo-palestiniennes, ils vont être servis avec le choix de Donald Trump pour être ambassadeur des États-Unis en Israël. Mike Huckabee. Alors, lui aussi, c'est quand même un vieux de la vieille qui a roulé sa bosse en politique parce qu'il, lui aussi, s'était présenté pour être candidat du Parti républicain et ça n'avait pas bien marché. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique, mais aucune expérience internationale, mais qui plus est, déclaré ouvertement sioniste, partisan de l'existence d'Israël à la grandeur des territoires occupés. Donc, il ne reconnaît pas du tout le droit à 2 États et estime qu'un Palestinien, ça n'existe pas. Je le cite, là, ce ne sont pas mes propos à moi, ce sont les siens. Donc, on envoie là quelqu'un qui est carrément parti pris évident. Alors, ça va être une gifle à la face de la diplomatie américaine. Et on se demande dans ces conditions-là, qu'est-ce que Trump pourrait bien obtenir de Netanyahou à partir du 20 janvier si jamais il doit exercer des pressions contre lui? Ça semble plutôt improbable. Et quand on parle des nominations qui font sursauter, c'était télégraphié. On savait que Elon Musk, le milliardaire, l'homme le plus riche de la planète, aurait un certain rôle dans l'administration de M. Trump. Il a été nommé dans une sorte de nouveau ministère qui va faire le ménage dans les ministères américains. Oui, et je n'hésite pas, Patrick, à utiliser là, un mot fort. On pourra me le reprocher, mais moi, je pense ici, c'est presque une nomination de plutocrate. Alors, ça fait penser au régime de Poutine. Franchement, l'accoquinement entre Trump et Musk risque de coûter très cher à l'État américain parce qu'il va vouloir mettre en œuvre son plan de démantèlement qui d'ailleurs, à mon avis, ne pourra jamais être mené comme ils le souhaitent tous les deux, de l'État américain, de l'administration américaine. Et ça fait peur. Ça fait extrêmement peur à la bureaucratie américaine, aux gens qui essaient de défendre l'État de droit. Et les accusations, évidemment, de connivence entre les entreprises de Musk et la réglementation qu'il voudrait mettre en place avec Trump risquent justement de susciter beaucoup d'accusations de connivence et donc ça fait penser vraiment à une plutocratie plutôt qu'une démocratie. Un mot en terminant sur l'homme qui a été sélectionné par M. Trump pour devenir son secrétaire à la Défense, le ministre à la Défense. Là aussi, chez les gens informés de la chose militaire aux États-Unis, il y a des gens qui ont avalé leur café de travers. Il s'agit de Pete Hegseth, un ancien major de l'armée américaine dans la Garde nationale et surtout présentateur à Fox News. Oui, tout à fait. Aucune expérience, franchement, de vision sur le rôle des États-Unis dans le monde, expérience de gestion
d'un ministère, peut-être l'un des plus importants sur la planète, du ministère de la Défense, je rappelle, c'est plus de 880 milliards de dollars, il n'a occupé aucun ou presque emploi dans ce domaine. Donc, ça fait extrêmement sourciller. Pas mal, d'ailleurs, les gens aussi parmi les républicains qui se demandent comment c'est possible qu'un gars comme ça puisse finir là. Et la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à quel point il sera capable, ce M. Hegseth, de s'opposer à Donald Trump quand Donald Trump va vouloir utiliser l'armée à des fins domestiques, à des fins de répression intérieure, pour les utiliser, ces forces armées, sur le territoire américain. Est-ce que M. Hegseth sera en mesure de faire comme ses prédécesseurs, de rappeler à Donald Trump la Constitution et la loi américaine, qu'il ne peut pas faire ça? Moi, c'est vraiment la question la plus dangereuse que je me pose ce matin comme conséquence de cette nomination de cet animateur de Fox News comme ministre de la Défense, sans expérience, sans compétence, aucune, vraiment, dans la défense. Charles-Philippe, merci. Je vous en prie, bonne journée. Salut. Charles-Philippe David, notre expert en politique américaine de la chaire Raoul Dandurand. Justement, on va rester sur le thème de la défense américaine. Richard Blanchette est major général à la retraite des Forces armées canadiennes. Il a travaillé avec l'OTAN et aussi en collaboration avec l'armée américaine. Monsieur Blanchette, bonjour. Bien le bonjour, M. Lagacé. Quand vous regardez le CV de celui que M. Trump veut nommer à la défense, comme secrétaire à la défense, Peter Hegseth, qu'est-ce qui vous frappe dans son CV? En fait, ce qui me frappe dans son CV, c'est surtout l'absence d'expérience. Comme Charles-Philippe l'a très, très bien souligné, on ne peut pas comprendre comment cette nomination-là a eu lieu. Peut-être à l'exception que c'est la continuation de la bizarrerie de voir Trump revenir à la présidence, avec la différence, cependant, qu'il n'aura pas été élu à ce poste, bien sûr. Reste à voir comment le processus de confirmation va se passer, mais c'est vraiment inquiétant de voir cette nomination pour l'impact que ça va pouvoir avoir sur notre alliance, sur l'OTAN. Bien, justement, c'est un partenaire important, capital pour le Canada, les États-Unis. Il y a de la collaboration entre les deux armées, évidemment. On se comprend, là. La grande armée du monde, ce sont les Américains. Ça va être quoi nos relations militaires avec les Américains à la lumière des nominations qui sont faites? Écoutez, je me suis souvent exprimé en public sur ce sujet-là et on a tendance à sous-estimer l'impact du processus décisionnel à l'OTAN. Pendant 3 ans, j'ai vu comment les décisions étaient prises à 26. Maintenant, nous avons 32 pays membres. Et je vous avoue que j'ai de la difficulté à m'imaginer comment M. Hegseth, lorsque le Conseil de l'Alliance va se réunir, comment il va réussir à aider la construction d'un consensus pour les décisions, alors qu'à l'international, nous sommes dans une situation tellement tendue avec la Russie, avec la Chine, avec les difficultés au Moyen-Orient. Il faut qu'il y ait des discussions qui mènent vraiment à une forme de coopération très efficace pour notre alliance et la nomination de cette... OK, on va essayer de le retracer, mais l'autre aspect que je voulais aborder avec M. Blanchette. M. Blanchette, vous êtes de retour. Donc, l'autre aspect que je veux aborder avec vous, là, pour terminer, c'est sorti dans des médias américains comme le Wall Street Journal. M. Trump pense à mettre sur pied une sorte de comité d'anciens militaires pour juger du professionnalisme, des compétences de généraux 3 et 4 étoiles et les destituer s'ils ne font pas l'affaire de la nouvelle administration. Ça aussi, c'est totalement inusité. Écoutez, je connais très bien la communauté des généraux, que ce soit 4 étoiles ou 3 étoiles, j'ai servi directement pour eux. Et ce sont des hommes et des femmes d'une intégrité absolue. S'ils se sont rendus à ce niveau, c'est parce qu'ils ont vraiment franchi toutes les étapes nécessaires. Je ne peux pas voir comment il pourrait y avoir une valse de généraux ou des limogeages en ligne. Je pense qu'il va y avoir quand même
même beaucoup de difficultés pour une telle organisation qui voudrait faire une révision en profondeur de ces postes. Ceci dit, ils auront mainmise sur le développement et la nomination des nouveaux membres. Pour ce qui est de ceux qui sont déjà en poste, je pense qu'il va y avoir quand même encore une continuité plutôt assurée. Merci pour ces éclairages, M. Blanchette. Toujours un plaisir de vous parler. Bonne journée. Je vous en prie, M. Lagacé. À la prochaine. C'était Richard Blanchette, qui est major général à la retraite des Forces armées canadiennes. Il a travaillé sous commandement américain aussi. Et je vous le dis, la question, c'est pas d'être anti-Trump. Même dans le camp républicain, il y a des sénateurs qui regardent les nominations, les propositions faites par M. Trump pour ses postes clés et qui se disent « Pardon? » Il y a un sénateur américain qui a dit à propos de M. Hegseth, là, qui est pressenti pour être secrétaire à la Défense, il s'est fait poser la question « Qu'est-ce que vous pensez de lui? » Et sa réponse a été « C'est qui? Je le connais pas. » Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Il y a toute la saga de l'école Bedford qui a retenu l'attention partout au Québec depuis quelques semaines. Ça a déclenché des vérifications dans d'autres écoles. Bernard Drinville est en studio pour nous expliquer que 17 autres écoles sont ciblées, là, vont être soumises à des vérifications par le ministère de l'Éducation pour de potentielles infractions aux règles sur la laïcité. Bernard, bonjour. Bonjour, Patrick. Je le rappelle, comme chaque fois, tu es le seul ministre que je tutoie parce qu'on s'est croisés si souvent dans les couloirs ici à la station. Exact. OK, donc 17 écoles, mais il y en a une qui était déjà dans le viseur, si je ne me trompe pas. En fait, il y en a 3 sur les 17 qui étaient déjà dans le viseur, c'est-à-dire Saint-Pascal-Bellon, Bienville et Lavoie. Tu te rappelles, j'avais annoncé Bedford, puis j'avais dit on envoie des vérificateurs dans 3 autres écoles. Ça, c'était pour vérifier des enjeux liés au climat toxique, à de l'ingérence. Là, ces 3 écoles-là vont également faire l'objet d'un mandat pour la laïcité, vérifier s'il y a eu des manquements à la laïcité. On a des informations à cet effet. Et en plus de ces 3-là, il y en a 14 nouvelles pour un total de 17. Quelles sortes de dénonciations sont arrivées au ministère? On sait ce qui s'est passé à Bedford. Il y a d'autres écoles de Côte-des-Neiges qui ont eu d'autres types de problèmes. Pour les autres écoles, les nouvelles écoles ciblées, on parle de quoi? Bien, honnêtement, il va falloir que les vérifications se fassent avant d'aller trop dans le détail. Mais sans dire quelle école a été visée, pourquoi? Bien, je peux vous dire que il y a des dénonciations qui touchent les signes religieux, et il y en a d'autres qui touchent des demandes d'accommodement, notamment. Mais je n'irai pas plus loin, Patrick. OK. Autre question, par contre, il faut que je la pose, là. Dans le cas des écoles de Côte-des-Neiges, Bedford, Lavoie, Saint-Pascal-Bellon, le litige concernait l'islam. Dans les vérifications qui vont se faire, est-ce qu'on est seulement sur une religion ou il y en a plusieurs? Je ne suis pas en mesure de te dire ça. Je ne suis pas en mesure de te dire ça, puis si je le savais, je te le dirais. Mais tu sais, Patrick, on est tenu au courant d'un certain nombre de choses, mais le service des enquêtes, il y a une autonomie qu'il faut également préserver, là. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. OK. Donc là, la suite du processus, c'est quoi? Quand une école est visée par une enquête comme ça, comment ça se passe? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 enquêteurs. Comment ça marche? Les vérificateurs vont effectivement débarquer. Et vont aller vérifier, dans le fond, la véracité des dénonciations qui ont été reçues par le ministère. La majorité par le ministère, parce qu'il y a au moins une dénonciation qui est passée par le protecteur national de l'élève qui l'a transférée au ministère. Mais donc, il faut que les gens comprennent que lorsque les dénonciations sont arrivées, il y a eu quand même une espèce de pré-vérification là, pour s'assurer que la dénonciation, le signalement était suffisamment crédible pour justifier qu'on envoie des vérificateurs. Alors là, dans 17 de ces écoles, le ministère a jugé que c'était suffisamment sérieux pour qu'on puisse procéder à la deuxième étape, celle de la vérification. La saga de l'école Bedford a été révélée d'abord et avant tout par Valérie Leboeuf, qui est reporter ici au 98.5 pour Cogeco Nouvelles. Elle m'a envoyé un message ce matin. Il y a des profs qui ont appris qu'il allait y avoir des vérifications comme ça. Et ce que des profs disent, puis je veux t'entendre là-dessus, Bernard, il ne faut pas que ce soit seulement les directions d'école qui soient rencontrées.
Si les profs se sentent protégés ou si un questionnaire anonyme est disponible, les langues vont se délier. Quand les enquêteurs vont dans les écoles, ils peuvent parler à tout le monde. Absolument. Puis il faut qu'ils parlent à tout le monde. À huis clos. Absolument. Il faut s'assurer de la confidentialité. Mais je suis heureux que vous me fassiez ce message-là. Ça nous rappelle qu'effectivement, le processus de vérification et d'enquête est assujetti à un processus très rigoureux. Alors, je suis heureux que des enseignants ou enfin des membres du personnel scolaire se manifestent et on va espérer qu'effectivement, les personnes qui disent qu'elles sont prêtes à témoigner le feront lorsque les enquêteurs, les vérificateurs enquêteurs seront sur place. Par ailleurs, je dois vous dire, Patrick, parce que nous, on a informé... Là, on est revenu au vous. Oui, ça se peut. Je m'excuse, ça se peut que ça se promène entre le tu et le vous. Je dois te dire que, évidemment, hier, on a informé, nous, les centres de services scolaires concernés. Il y en a quand même 9 centres de services scolaires là, qui sont concernés par les 17 écoles. Alors, on les a contactés pour leur dire, là, on vous annonce que demain, il y aura des vérifications dans l'une ou certaines de vos écoles. Et lorsqu'on est entré en contact avec le Centre de services scolaires de Montréal, on a appris qu'il y a eu des dénonciations en matière de laïcité dans le centre de services, parce qu'ils ont mis sur pied une... Dans le centre de service, pas dans les écoles du centre de service. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Okay. Le centre de services scolaire, la direction du centre de services scolaire a mis en place une ligne de dénonciation et ils ont reçu, par l'entremise de cette ligne de dénonciation, des dénonciations en ce qui a trait à la laïcité dans des écoles qui ne sont pas celles que nous nommons aujourd'hui. OK, donc il y aurait d'autres écoles. Exactement. Donc, des informations que le Centre de services scolaires de Montréal a reçues et donc qui s'ajouteraient, à vérifier, là, mais qui s'ajouteraient donc aux 17 écoles. OK. Je veux qu'on va rester dans la thématique de la laïcité et du religieux. Dans le devoir, aujourd'hui, il y a l'histoire d'un père qui a une fille dans une école du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal. Lui, il a contesté, il voulait que sa fille, qui est au secondaire, soit dispensée, soit soustraite des cours d'éducation sexuelle. Il a perdu. Plainte au protecteur de l'enfant, de l'élève. Il a perdu encore une fois. Il est rendu devant les tribunaux. Là, juste pour être clair, est-ce qu'il existe un droit à retirer ses enfants des classes où il est question d'éducation sexuelle au Québec? On est en train de vérifier ça. C'est pas clair? C'est pas clair. Mais écoutez, ce matin, j'ai eu des échanges, avant de venir ici, j'ai eu des échanges avec les membres de mon équipe et j'ai justement posé cette question-là. Et on est en train de faire des vérifications. En fait, la direction des affaires juridiques du ministère est en train de faire des vérifications pour qu'on ait une réponse claire à cette question. Parce que si je me fie à l'article du Devoir, il y a des demandes, elles ne sont pas nombreuses, et les demandes ont été accommodées, si je peux m'exprimer ici. Oui, bien c'est ça. Alors, quels sont les critères d'accommodement? Voilà. OK. Puis le ministre Drainville, lui, qu'est-ce qu'il pense de parents qui veulent pouvoir retirer leurs enfants pour pas qu'ils soient exposés à des cours d'éducation sexuelle? Oui. Bien, moi, je pense que l'éducation sexuelle, ça fait partie du régime pédagogique. Les cours d'éducation sexuelle, ils existent depuis plusieurs années. Ils font maintenant partie d'un cours Culture et citoyenneté québécoise. Et donc, je pense qu'il est normal que l'éducation sexuelle soit enseignée à nos enfants et à tous nos enfants. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement dans la loi des échappatoires? En vertu de quels critères? C'est ce qu'on est en train de vérifier. OK. Dernier truc que je vais aborder avec toi, Bernard. Arun Boisy, qui est un député de Québec solidaire, fait l'objet d'une chronique d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Il a fait un lien entre la couverture, les dénonciations de ce qui s'est passé à l'école Bedford et la couverture et les dénonciations et condamnations de ce qui s'est passé à Cité-des-Prairies, qui est un centre de la DPJ où des jeunes auraient été agressés par des éducatrices. On va l'écouter. Coucher avec des mineurs. Est-ce que vous savez de quelle culture ils sont ou quelle est leur religion? Moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ni des Maghrébins ni des musulmans, parce que sinon, on serait sûr de savoir de quelle religion ou de quelle origine ils sont. Réaction, Bernard Drainville? Ben, je trouve ça irresponsable. Dans le cas de Bedford, c'était
clair qu'il y avait une dimension culturelle. Hein, on le sait, le clan dominant était... Ça a été documenté. Oui, c'était documenté. Mais on a toujours pris la peine de dire, et je l'ai fait ici à ton micro, puis je l'ai fait, je pense, dans toutes les entrevues que j'ai données. J'ai toujours pris la peine de dire, c'est pas parce que tu étais un enseignant d'origine maghrébine que tu faisais partie du clan dominant. Même qu'il y avait des enseignants d'origine maghrébine qui s'étaient opposés, qui se sont opposés aux attitudes rétrogrades puis au comportement rétrograde du clan dominant. Alors, dans le cas de Cité des Prairies, cet élément religieux ou culturel n'a jamais été évoqué. Et donc, je trouve ça... Écoute, je trouve que c'est un comportement qui attise inutilement l'intolérance, ce que dit M. Boisy, ce que fait M. Boisy. La dimension culturelle, elle était avérée dans le cas de Bedford. Il n'y a aucune indication, aucune information à l'effet qu'il y avait une dimension culturelle dans le cas de Cité des Prairies. Et donc, de mêler les deux et de laisser entendre que les Québécois d'origine maghrébine auraient été injustement visés par les reportages ou par le rapport d'enquête, d'abord, c'est mensonger. Et puis, je trouve que M. Boisy fait preuve d'irresponsabilité. Je trouve que son discours est porteur de tensions sociales. On dresse les Québécois les uns contre les autres. Et j'espère que la direction de Québec solidaire va le rappeler à l'ordre. Bernard, merci. Je sais que tu es très sollicité aujourd'hui. On aura l'occasion de suivre ça très prochainement. Sans merci aucun beaucoup. doute. Salut, Patrick. À la prochaine. On va parler des infrastructures. C'est un sujet qui n'est pas sexy, mais quand ça casse, on le sait, quand ça se dégrade, il y a des impacts dans plusieurs pans de nos vies, notamment, Marc en parlait, sur les routes. La Fédération des chambres de commerce du Québec a dévoilé une étude dans laquelle elle constate qu'il vaut mieux entretenir le réseau des infrastructures du transport au Québec au lieu de le reconstruire. Philippe Noël est le vice-président Affaires publiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il est au bout du fil. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Si je comprends bien l'essence du rapport que vous avez publié, là, de l'étude que vous avez publiée, si on remet à plus tard, ça va être plus grave puis ça va être plus cher. Oui, ça va être plus dispendieux, comme vous le dites. Il y a une dégradation vraiment rapide qui se fait en moyenne pour les chaussées, notamment sur les routes, autour de la 15e année. Et c'est pour ça que c'est important d'assurer un entretien quand même continu et rapide pour justement s'assurer que les infrastructures durent le plus longtemps possible. Et puis, c'est une préoccupation qu'on a entendue beaucoup chez les chambres de commerce, mais chez la communauté d'affaires, dans l'espace public dans les dernières années. On a vu que dans le plan québécois des infrastructures 2024-2034, 44% des routes, des écoles, des hôpitaux est en mauvais état. Et la majorité, du 44%, la majorité sont des infrastructures routières pour un total de 20 milliards d'infrastructures qui sont en mauvais état. Donc, nous, ça nous a sonné un petit peu une sonnette d'alarme. Mais je veux vous entendre parce que c'est clair que pour la société, c'est mieux d'entretenir maintenant que de prendre le risque de laisser ça se dégrader et de payer plus cher plus tard. Le problème, c'est que le gouvernement qui prend la décision a un budget maintenant à respecter. Et même s'il fait des investissements qui vont nous éviter la catastrophe dans 10 ans ou dans 20 ans, je veux dire, quand ils font le calcul très froid, là, pour eux, M. Noël, il n'y a rien à gagner à investir dans les infrastructures parce qu'ils ne vont pas en récolter les fruits de la prévention. En fait, nous, on pense qu'au contraire, on devrait réaligner un peu la planification des infrastructures. En ce moment, pour les 10 prochaines années, pour ce qui est des infrastructures de transport, le tiers des sommes est consacré au développement et le 2 tiers au maintien des actifs. Force est de constater que c'est insuffisant. Parce que je parlais du 44% des infrastructures qui étaient en mauvais état. C'était 31% en 2018. Donc, on n'est carrément pas dans la bonne direction. Là. Donc, il faut vraiment réajuster le tir. Nous, on ne dit pas non au développement. Il faut plus de maintien des actifs. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous me parlez d'il y a quelques années, 2018. Ça s'est dégradé. Mais le gouvernement qui n'a pas investi en 2018, le parti qui n'a pas investi, il n'en paye pas le prix aujourd'hui.
Non, effectivement. Puis dans nos rencontres qu'on a eues dans les dernières années, nos rencontres politiques, ont été un peu décevantes quand on abordait ce sujet-là. On remarquait qu'il y avait peu ou pas assez d'intérêt de la part de nos décideurs politiques. Et là, tout palier le gouvernement l'avait confondu. Et là, vous avez mentionné d'entrée de jeu, rendre ça un peu plus sexy. C'est l'objectif de notre étude. C'est de se conscientiser, informer sur le fait que si on ne fait pas suffisamment les choses en ce qui a trait à l'entretien de nos infrastructures de transport, on s'en va directement dans le mur et ça va être les prochaines générations qui vont écoper de ce manque d'investissement. Intéressant et inquiétant. Merci d'avoir été avec nous, M. Noël. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Philippe Noël est vice-président Affaires publiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Puis avouez, c'est quand même une sorte de dilemme. T'es au gouvernement, t'as un budget qui est limité. C'est tentant d'investir dans des belles infrastructures neuves, de couper des rubans, plutôt que d'investir dans des réparations qui paraissent pas, mais qui sont importantes et qui vont nous permettre d'économiser à long terme. Parce qu'à long terme, comme gouvernement, tu ne seras pas là dans 6, 7, 8, 9, 10 ans. Donc, c'est à lire sur le site de la Chambre de commerce du Québec. Voici Patrick Lagacé. Étienne Côté-Paluc. Étienne est correspondant en Haïti. Il habite là-bas. Quand, malheureusement, il y a des événements politiques troublants là-bas, c'est souvent lui qu'on appelle ici à la station pour nous raconter ce qui se passe dans la perle des Antilles. Et ces jours-ci, il s'en passe beaucoup. On sait qu'il y a des combats entre des gangs armés et ce qui reste du gouvernement. Il y a même des tirs vers des avions de ligne. Ça a forcé les Américains là, à interdire les vols commerciaux vers Port-au-Prince. Air Transat aussi a suspendu ses vols vers Haïti. Étienne est en studio. Salut, Étienne. Salut, Patrick. As-tu déjà vu ça, l'aéroport fermé parce que les avions de ligne, les avions de passagers sont la cible de tir? Bon, c'est la deuxième fois cette année que ça arrive. Il y a eu 3 mois où l'aéroport était complètement fermé ce printemps. Il y avait eu des tirs aussi vers le bâtiment de l'aéroport, mais aussi vers certains petits avions. Là, c'est vraiment... il semble vraiment y avoir eu une intention ou un plan concerté pour cibler les avions. 3 d'entre eux ont été ciblés lundi par des balles. 2 qui avaient déjà atterri, 1 qui a fait demi-tour lors de l'opération d'atterrissage. Donc oui, effectivement, c'est inquiétant. On se demande qu'est-ce que le gouvernement contrôle depuis quelques années en Haïti. Et on change souvent de gouvernement, mais on voit très peu d'améliorations concrètes. Étienne, on va s'attarder tantôt aux causes des troubles actuels, mais c'est quoi l'intérêt de gangs armés qui sont en lutte avec le gouvernement de tirer sur des avions civils comme ça à l'approche de l'aéroport Toussaint? Ce qui se passe, c'est que depuis le printemps, les groupes criminels armés se sont coalisés. Et ils ont décidé de s'en prendre directement à l'État et aux représentants de l'État, aux institutions de l'État. Et ils essaient de forcer la main du gouvernement pour qu'ils s'assoient avec eux pour négocier une sortie de crise. Eux préféreraient négocier cette sortie de crise pendant qu'ils ont le gros bout du bâton, pendant qu'ils contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince et que la police semble plutôt faible devant eux. Et le gouvernement, depuis cette date-là, depuis le printemps, refuse toute négociation avec ces groupes qui disent terroristes. Et donc, pour l'instant, on se retrouve dans ce jeu-là, de ce jeu politique, de savoir qui aura raison. Et là, j'imagine que de leur point de vue, de ces gangs-là, tirer sur les avions, ça force la main à ce qui reste du gouvernement. C'est pour provoquer les choses. Ils n'ont pas juste tiré sur les avions depuis lundi. Il y a eu d'autres fusillades aussi dans la ville de Port-au-Prince, dans la région de Port-au-Prince aussi, qui ont repris. Il y avait eu quelques endroits plutôt... plus ou moins sécuritaire dans les dernières semaines, mais là, vraiment, on sent qu'il y a plusieurs endroits en même temps, plusieurs attaques qui ont été coordonnées en même temps sur différents quartiers. Donc, c'est la reprise d'un scénario qu'on a connu ce printemps. Et dans tous les cas, c'est vraiment pour essayer de forcer le gouvernement à s'asseoir avec eux pour arriver à une entente qui leur serait favorable et qui les amènerait peut-être pas en prison. OK. Étienne, c'est le fond du problème entre ces gangs armés, criminalisés qui emmènent large et le gouvernement, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi à la fin? L'enjeu, c'est le pouvoir. Probablement, l'enjeu, c'est l'argent.
Les gangs criminels sont dans des quartiers défavorisés. Ils prétendent vouloir défendre les gens les plus pauvres. En fait, le gouvernement aussi dit vouloir défendre les gens les plus pauvres. Donc, tout le monde se retrouve avec le même objectif et ils s'entredéchirent. Donc, même pour les gens en Haïti, on se demande c'est quoi l'objectif final. Mais en gros, pour les groupes criminels armés, c'est de sauver la peau. La plupart des chefs de gang en Haïti savent qu'un jour ou l'autre, ils vont probablement décéder de leurs activités. Et donc, ils jouent le tout pour le tout à chaque fois pour essayer de sauver leur peau et de réussir à prolonger, si on veut, leur vie en général pour réussir à mener leur fin et à faire plus d'argent, évidemment, ce qui semble être vraiment le nerf de la guerre ici. Mais là, c'est souvent chaotique en Haïti. Il y a eu des périodes, disons, d'accalmie. Là, présentement, c'est vraiment dangereux pour à peu près tout le monde et à peu près partout. Oui, il y a eu le début de kidnapping aussi cette semaine qui a repris ou depuis la semaine dernière. Donc, c'est effectivement très inquiétant. C'est sûr qu'il y a des zones qui sont encore sécurisées à Port-au-Prince. C'est là que se retrouve la majorité de la population, bien qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans les zones contrôlées par les groupes criminels. Mais l'ensemble du pays est plutôt sous contrôle. Il y a beaucoup de groupes d'autodéfense à Port-au-Prince, mais à l'extérieur aussi, qui se sont mobilisés avec les armes qu'ils ont pu trouver. Ouais. Ils bloquent les rues, ils font des barricades à l'entrée des quartiers pour surveiller qui va entrer, sortir, surtout la nuit, ils vont carrément bloquer. Donc, il y a vraiment une guerre de terrain, une guérilla urbaine qui se déroule en ce moment à Port-au-Prince. Est-ce que ça te fait peur? Ça me fait peur, surtout pour le pays, pour l'avenir du pays, qui est un pays que j'aime beaucoup, qui est un pays très chaleureux. C'est vraiment l'amour humain pur, comme on peut la trouver à très peu d'endroits dans le monde. Les gens sont extrêmement hospitaliers. Ça me fait peur pour tout ça. Ça me fait peur pour ce qu'on a connu de festif en Haïti, le culturel aussi, qui moi-même m'intéresse beaucoup, la musique, le carnaval. Est-ce que les jeunes vont connaître cette folie-là qui existait dans certaines périodes de l'année? Est-ce qu'ils vont connaître cette liberté qu'on avait d'aller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur le Champ de Mars à Port-au-Prince, aller prendre une bière aux petites heures du matin, comme on faisait il y a 5, 6 ans, 7 ans encore. Donc, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est l'avenir. Moi, personnellement, c'est surtout une question économique. En fait, c'est que les prix là-bas ont vraiment explosé. On surveille ce qui se passe au niveau sécuritaire aussi près de chez moi. En ce moment, j'ai reçu des amis qui habitaient à l'autre bout du quartier où j'habite, à Port-au-Prince, et qui ont été obligés de déménager parce que les groupes criminels pouvaient s'approcher. Donc, c'est sûr qu'on surveille tout ça, mais avec les bons fonds, avec l'argent, on peut toujours se déplacer avant qu'ils arrivent et essayer de se sauver la peau. Mais c'est inquiétant pour tout le monde en Haïti. C'est surtout inquiétant pour le peuple haïtien, qui est un pays qui a produit lui-même sa nourriture avec des fruits et des légumes, mais là, ils n'arrivent pas à se rendre dans la capitale. Ça crée des famines, ça crée un arrêt économique assez énorme. Étienne, merci pour le témoignage et les explications. Bonne chance pour rentrer en Haïti, parce que je sais qu'avec la suspension des vols commerciaux, ce ne sera pas facile. Je ne sais pas quand. C'était Étienne Côté-Paluc, qui est de passage à Montréal, qui est correspondant et qui habite en Haïti. Et parlant d'Haïti, j'en profite une seconde. Étienne parlait du beau côté d'Haïti, et c'est vrai que ce côté-là existe, il ne faut pas l'oublier. Un peu plus tard à l'émission, je vais recevoir Catherine Fouron. Elle est l'autrice d'un livre magnifique sur Haïti qui s'intitule « Vieille branche », illustration de Pascal Blanchet. C'est le récit de 2 frères qui finissent par émigrer à Montréal. C'est absolument magnifique et ça témoigne du côté formidable que peut avoir aussi Haïti. L'invalidation de Roe v. Wade aux États-Unis a fait reculer le droit des femmes. Je me demande si ce mouvement anti-avortement pourrait grandir chez nous aussi. Nos droits sont-ils menacés? La manif a commencé. Les organisateurs parlent de 200 000 personnes. 48 projets de loi privés ont été déposés à la Chambre des communes. 48 projets de loi anti-avortement. C'est vraiment inquiétant. 9h28 minutes. C'est un extrait du film « La peur au ventre ». C'est un documentaire sur le phénomène de l'opposition au droit à l'avortement au Canada de la cinéaste, autrice et chercheuse aussi à la chaire UNESCO de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Léa Clermont-Dion. Bonjour, Léa. Bonjour, Patrick. On va revenir au film, mais sur la question de l'avortement. Luc est parti de sa chronique tantôt et je lui ai dit, tu vas croiser quelqu'un avec qui tu as croisé le fer sur les internets. Mon ami Luc, maintenant. Oui, parce que Luc a dit à ce micro que le droit à l'avortement n'est pas menacé au Canada. Il a parlé de toi et là, vous avez eu des échanges de mots. Première question,
est-ce qu'il y a eu du sang dans le couloir? Non, c'était très cordial, en fait. Mais il n'a pas juste dit qu'il n'y avait pas de menace, c'est qu'il a dit formellement que ça n'existait pas, le mouvement anti-avortement ici. Mais là, je pense que sur les réseaux sociaux, on s'est expliqué. Et là, il semblait dire, en fait, que le mouvement était peut-être marginal à ses yeux au Québec. Moi, j'ai quand même rectifié le tir parce que quand j'entends une affirmation comme ça, de dire qu'il n'existe pas de mouvement anti-avortement, je trouve que c'est important de rappeler les faits parce que c'est une idée qu'on a parfois au Québec, que ça n'existe pas au pays. Et pourtant, le film démontre le contraire. Donc, sincèrement, moi, j'aime bien débattre dans la vie et j'ai aimé débattre avec M. Ferrandez. Il a été bon joueur et il ne semblait pas offensé de ma liberté d'expression. Parfait. Bon, parlons de ce film-là. Oui. C'est un phénomène qui est peut-être moins connu ici au Québec. Au Canada anglais, l'opposition au droit à l'avortement, elle est présente, elle est politisée, tout à fait. Surtout dans le camp conservateur. Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec ce film-là qui a été présenté à Télé-Québec et qui va être présenté au cinéma? On va donner les dates tantôt. Là. Qu'est-ce que tu voulais montrer avec ce documentaire? Moi, d'abord, je suis pas militante, je suis cinéaste, puis je crée avec un élan souvent. Et mon élan, c'était la révocation de Roe v. Wade, l'invalidation donc du droit à l'avortement donc aux États-Unis, c'est-à-dire que cette décision historique a fait en sorte que les États étaient maintenant responsables finalement du choix de légiférer ou non sur l'avortement. Donc ça a changé finalement le visage des États-Unis et ça nous a fait vraiment une secousse ici aussi. Ça nous a fait peur. Et je me suis demandé, est-ce que ce mouvement anti-avortement-là, qui est implanté aux États-Unis depuis des années, qui a travaillé fort pendant des années pour faire invalider Roe v. Wade, pourrait galvaniser les troupes ici au Canada? C'était ça mon élan. Et c'était aussi un sentiment, effectivement, de peur au départ. Et je suis allée sur le terrain, j'ai fait une enquête exhaustive avec mon équipe, j'ai rencontré des élus, puis finalement, je montre en quelque sorte que le mouvement est encore aujourd'hui présent. Et non seulement présent, il se galvanise effectivement, il s'amplifie, je dirais, d'une certaine façon parce que les réseaux sociaux, parce que c'est une voix qui est libérée, parce qu'ils se disent, c'est possible, ça s'est fait aux États-Unis, donc pourquoi pas chez nous aussi? Alors, je pense qu'il faut être vigilant. Moi, j'ai fait un doctorat en sciences politiques. J'aime étudier, analyser les mouvements sociaux. Et je constate que le mouvement aussi pro-choix est fort au Québec aussi. Donc, il y a une opposition là, qui ce sont deux, Léa, ce sont deux sociétés différentes. Les Américains, les Canadiens, les Québécois. En certains points semblables, mais vraiment avec des grandes différences, dont la popularité d'interdire l'avortement. Aux États-Unis, là, je suis allé en reportage aux États-Unis il y a 20 ans, dans la foulée de la réélection de M. Bush. Écoute, c'était le point de ralliement des conservateurs. Ici, c'est un des points de ralliement de certains conservateurs. La crainte, disons, la piste d'atterrissage d'une interdiction de l'avortement au Canada, c'est quoi? Comment tu verrais ça? C'est-à-dire que c'est vrai que c'est deux sociétés totalement distinctes, mais il y a quand même des alliances. Puis ça, je le montre dans le film, comment justement les mouvements se parlent. Moi, j'ai rencontré des militants là, qui travaillent avec Abby Johnson, qui est l'une des leaders les plus influentes anti-avortement, qui me disait, nous, on travaille pour venir au Canada, première chose. Comment est-ce qu'on vient au Canada? On vient d'abord avec des moyens financiers, on vient avec des regroupements, on essaie d'installer un peu des modèles de discours qu'on a aux États-Unis au Canada. La question que tu me poses, dans le fond, c'est comment est-ce que ça pourrait avoir finalement un impact? Non, disons, comment ça pourrait advenir sur le plan l'interdiction juridique? Du droit à l'avortement ici? Bon, c'est sûr que ça passe par des mesures, on pourrait dire, indirectes. C'est-à-dire que depuis 1987, il y a 48 motions et projets de loi qui ont été déposés à la Chambre des communes qui visent à redonner finalement un statut de vie au fœtus. Donc, donner une légitimité juridique au fœtus, si on veut. Donc, on passe par toutes sortes de techniques comme ça pour dire le fœtus a un droit. Et je pense que les anti-avortements utilisent la sensibilité aussi entourant le 2e et 3e trimestre. Les avortements du 2e et du 3e trimestre, ils passent beaucoup par cet argument-là. Parce qu'on sait que 54% des Canadiens sont en faveur, évidemment, de l'avortement, que 43% environ sont plutôt mitigés, c'est-à-dire qu'à partir du 2e et 3e trimestre, ils se posent des questions. Puis il y a un 8% plus idéologues qui sont totalement contre l'avortement. Donc, je pense qu'ils vont utiliser ces sensibilités-là et ils vont passer par des projets de loi. Donc,
indirecte, mais jamais ils vont remettre en cause spécifiquement cette question du droit à l'avortement. On n'a pas de loi spécifique là-dessus. Je veux dire, c'est dans la jurisprudence, c'est imbriqué à travers les arrêts Morgenthaler, Chantal Daigle et autres. Donc, on ne peut pas l'attaquer à partir d'une loi spécifique. Mais on pourrait légiférer. On pourrait légiférer de toutes sortes de façons et la question du droit est importante. Bien sûr que oui. Et je veux dire, dans le film, je rencontre l'un des dirigeants de la Right Now Coalition, qui est une organisation qui vise strictement à faire élire plus de députés anti-avortement à la Chambre des communes. Donc, c'est un véritable projet qui est enclenché. Puis je vous dirais que moi, ça fait une quinzaine d'années que j'observe des mouvements sociaux spécifiquement. Et sur le terrain, je voyais une organisation qui était stratégique, efficace, mobilisée. Et un des points importants du documentaire, c'est de montrer que le mouvement se renouvelle par la jeunesse. Le 9 mai dernier, lors du rassemblement à Ottawa, où il y avait une manifestation nationale anti-avortement, il y avait énormément de jeunes. J'étais entourée de jeunes militants, là. Léa, ça colle un peu avec ce qu'on voit dans les sondages au Canada, au Québec aussi. Les plus jeunes sont de plus en plus attirés par les partis plus conservateurs. Oui, donc effectivement, il y a une tendance chez les jeunes à voter plus pour, je dirais, le Parti conservateur, mais pas juste pour le Parti conservateur. Il y a une adhésion générale à la question, en fait, de ce conservatisme social. Donc, on se rebute face aux mouvements sociaux, face aux revendications, face aux inégalités. Je veux dire, vous recevez des fois David Morin de la chaire UNESCO de la radicalisation et de l'extrémisme violent avec qui je travaille. Et nous, on observe ça sur le terrain aussi, comment, en ce moment, particulièrement les jeunes hommes, ont tendance à épouser des valeurs de droite. Mais les femmes aussi. Et les femmes vont se polariser aussi de cette façon-là. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de femmes sur le terrain, à la fois aux États-Unis, au Canada et au Québec, des femmes qui sont contre l'avortement, des femmes qui disent être féministes et être contre l'avortement. Même sur le terrain, j'ai rencontré des femmes qui étaient très engagées dans la lutte antiraciste et qui étaient anti-avortement. Est-ce que c'est contradictoire d'être féministe et d'être contre le droit à l'avortement? Bien, totalement. En fait, être contre le droit à l'avortement, c'est vouloir finalement contrôler le corps des autres femmes. Et contrôler le corps des femmes, c'est même l'essence de la violence fondée sur le genre. Donc, pour moi, c'est antiféministe. Mais en ce moment, il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Les influenceurs anti-avortement affirment qu'ils se battent pour les droits des femmes. Et c'est là la confusion et le paradoxe. Moi, je suis en désaccord avec cette position, bien entendu, mais c'est fallacieux et franchement, ils utilisent des techniques qui sont très, très, très convaincantes sur le plan visuel, sur le plan argumentatif. Donc, c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a une adhésion chez les jeunes à ces propos-là. Sur TikTok, ça pullule de partout. Ah oui, hein? Oui. Ah, tout à fait. Et il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la représentation visuelle de ça. Je veux dire, ils sont... On voit qu'il y a une infrastructure derrière ça. On voit que... Mais c'est bien fait, les vidéos. Moi, je suis une cinéaste, là. Je vois les qualités visuelles aussi de vidéos, puis je vois qu'il y a de l'argent là-dedans. Et comme ça vient des États-Unis, bien, c'est partout au Canada. Je veux dire, les discours voyagent. Le film s'intitule « La peur au ventre ». Est-ce qu'il est encore sur le site de Télé-Québec? Je sais que ça a été présenté il y a quelques semaines. Oui, mais il y a une sortie en salle. Donc ça, il faut le spécifier. Dès le 22 novembre, sortie en salle. Je vais être à Québec, à Trois-Rivières. Le 15 novembre, à Cinémania, en compétition officielle. On est très fiers. Et la Chambre des communes va également présenter le film. C'est organisé par le NPD, mais ça va être transpartisan. D'ailleurs, il y a une motion qui a été déposée par Jack Meeting suite au film pour rappeler donc l'importance de l'accès. Et je dirais que pas mal de ministres libéraux ont partagé le film où Alain Reyes, l'ex-député conservateur, tient des propos très intéressants. À voir, donc, La peur au ventre. Merci beaucoup, Léa. Merci C'était beaucoup. Léa Clermont-Dion, documentariste, autrice, qui est derrière le film La peur au ventre.